Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier Marseille-Provence 2018 pour recevoir d'éminents représentants de l'AFNAIM avec cette question: pourquoi confier votre bien en gestion locative à un professionnel de l'AFNAIM? Pour en parler, j'ai à mes côtés, à ma droite, Laurence Pont, qui a une agence immobilière à Simiane, Collonges, c'est ça? Collonges, on dit. Collonges. Pourquoi je dis Collonges? Face à elle, Isabelle Boyer, qui est à Aix-en-Provence. Et avec Laurence et Isabelle, Samuel de Saint-Laurent, qui a une agence à Marseille, du côté de la Caplette. Oui, si mes informations sont bonnes. Donc, pourquoi cette émission? Parce que souvent, quand on a des biens, on s'occupe soi-même de les louer, de les gérer, de les assurer. Donc, louer, gérer, assurer, ce seront les trois piliers sur lesquels nous allons nous appuyer pour développer cette émission, en essayant de faire comprendre à ceux qui nous regardent qu'on peut tout faire tout seul, mais ça peut réserver des surprises. D'où l'idée de faire appel à une équipe de professionnels. Alors, on va peut-être répartir les rôles. Laurence Pont, ce sera la partie louée. Samuel de Saint-Laurent, la partie gérée. Et Isabelle Boyer, la partie assurée. Plantons un peu le décor. Je ne sais pas qui veut prendre la main sur ce triptyque loué, géré, assuré. Peut-être Samuel? Oui, ça représente un peu la vie d'un mandat de gestion ou d'un appartement. C'est-à-dire on achète ou on a un appartement. On se pose la question de le louer. Laurence va en parler. Après, le gérer. Une fois qu'il est loué, il faut gérer. Ensuite, la gestion peut amener à des problématiques d'assurance. Et ça, c'est pour moi, enfin pour nous qui animons des formations en gestion avec nos pairs, une des grosses problématiques. Et quelque chose, on pense qu'on peut tout faire tout seul, sauf quand on rentre dans les problèmes d'assurance. Et là, on a vraiment besoin d'un professionnel. En préparant l'émission, vous disiez, pour moi, c'est normal, mais c'est important de le souligner, il n'y a pas débat. C'est-à-dire que ça peut devenir très compliqué quand on fait les choses soi-même. Et que l'appel à un gestionnaire, à quelqu'un qui connaît bien, qui voit l'évolution de la réglementation, ça reste quand même, non pas un passage obligé, mais c'est quand même mieux. On n'a pas la loi pour nous. La loi défend les locataires, on le sait. Un propriétaire, même s'il a un crédit, on est vu comme du patrimoine des riches. Un locataire, l'État les défend, donc on ne peut rien faire. Donc en fait, on pense qu'on peut faire, mais donc, autant utiliser les professionnels que nous sommes, parce que c'est vite très compliqué, surtout depuis la loi Allure. C'est très très compliqué. Donc nous, c'est notre quotidien. Je ne dis pas que c'est facile même pour nous, mais au moins on essaye de rentrer dans le cadre de la loi, d'appliquer la loi et de faire en sorte que ça se passe bien. Quand on gère bien, globalement, sur tous les lots qu'on a, qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? On a peu de problèmes. Il y a une chose aussi, c'est rare, c'est qu'on est un des rares services défiscalisés. C'est-à-dire que quand même l'État est depuis très très longtemps, par contre, voit favorablement le fait que ces logements soient gérés par des professionnels. Et donc depuis toujours, nos honoraires de location et de gestion et d'assurance sont défiscalisables des revenus fonciers. Ce qui prouve quand même qu'il y a un grand intérêt à bien gérer ces logements. Et l'État l'a toujours vu ainsi. On connaît à peu près la proportion de biens qui sont gérés par des particuliers en direct ou gérés par des professionnels. On a des idées, des échelles là-dessus ou pas? Non, on n'a pas d'indicateur. Majorité, c'est plutôt de la gestion professionnelle? Oui. On le voit quand même qu'on est assez majoritaire, en fait, peut-être quand on voit les annonces de location. Parfois, moi, je vais voir un peu le marché et je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup plus d'offres par les professionnels que par le particulier. Et alors, moi, je ne peux pas faire de statistiques, il n'y a rien de scientifique, c'est juste ce constat-là. D'accord. Puis il y a d'autres points qui rentrent en ligne de compte, c'est que les banques, souvent, quand elles font des crédits, elles imposent aux clients de faire gérer et d'assurer derrière pour avoir l'assurance que le loyer soit bien encaissé et que le bien soit bien géré, donc le patrimoine soit bien conservé. Et maintenant, moi je joue beaucoup à des DRH parce que je suis sur un secteur où il y a beaucoup de villas. Et les DRH souvent ne veulent pas louer à des particuliers, préfèrent que ce soit des administrateurs de biens pour être sûr que derrière leurs salariés soient logés correctement et que la mission de location soit bien remplie par l'administrateur de biens. Alors voilà, nous avons planté le décor pour essayer de comprendre un petit peu la thématique. On va commencer par louer. Alors louer, c'est trouver d'abord un appartement, ensuite trouver un locataire, rédiger le bail, etc. etc. Alors parlez-moi un petit peu de ce domaine qui est pas toujours facile. Hein.
Oui, alors ça commence déjà par le premier contact avec le client qui vient nous confier son bien en location et gestion, parce que généralement c'est un package qu'on prend. On ne fait pas de location sans gestion, non, quasiment pas. Déjà, il faut visiter le bien et voir s'il est conforme aux normes de décence. Donc il y a des points à vérifier et que le particulier lui-même ne connaît pas, et ça peut engendrer après des problèmes de procédure du locataire une fois qu'il est en place. Donc, alors, ça c'est une notion, on va y revenir plusieurs fois, la norme de décence. Enfin, les normes de décence, c'est quoi? Le logement doit être ventilé, il doit y avoir des fenêtres dans les chambres, il doit y avoir un cabinet toilette séparé de la pièce de vie, il y a une superficie minimum, on ne peut pas louer moins de 9 mètres carrés. Il y a des normes au niveau de la ventilation, du chauffage, de l'installation sanitaire, toute une liste que nous on vérifie. Et des fenêtres, exactement, au niveau de l'isolation, donc toute une norme. Thermique, phonique, etc. Et surtout électrique aussi. Maintenant, on a un diag électrique qu'on doit faire et on doit effectuer les réparations qui sont nécessaires sur le tableau électrique, sur les prises, sur les points lumineux. Il y a aussi l'installation de gaz, donc il y a toutes ces normes à vérifier et on le fait au moment de la prise du mandat. Donc nous, on informe le propriétaire, on lui dit voilà, donc votre bien, on évalue le loyer et on lui liste la liste des travaux qu'il faut qu'il effectue pour que son logement soit conforme aux normes. Et également pour que son logement soit louable, parce que des fois, le logement peut être conforme aux normes, mais n'est pas forcément au goût des locataires présents sur le marché de la recherche. Et on le conseille au mieux pour la conservation de son patrimoine et pour le rénover afin de trouver au plus vite un locataire au meilleur prix. Ce qui veut dire, en raccourci, qu'un propriétaire peut être amené à dépenser un peu pour avoir un bien qui soit louable, qu'on puisse mettre sur le marché. Non, mais c'est important parce que ça veut dire que... Pour louer en toute sécurité. Ben oui, voilà, parce que s'il était avant en direct avec ses locataires, il a peut-être laissé certaines choses aller à volo, comme on dit. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut rentrer dans un certain cadre. Rédiger un bail. Alors un bail, moi je trouve que c'est plutôt facile à rédiger, mais Samuel m'a dit, vous vous trompez. Oui, voilà. Déjà avant de rédiger le bail, il faut trouver le locataire. Trouver le locataire, ouais. Donc nous, on est quand même assez compétents pour rechercher un locataire qui soit un bon locataire, c'est-à-dire un locataire qui soit solvable. Donc on vérifie le dossier, on présente au propriétaire. Avant de le présenter, on vérifie les pièces et on enquête un peu en appelant l'employeur pour savoir s'il est réellement salarié de cette société, ça arrive. Ce qui est plus facile quand on est un professionnel. Oui. L'employeur va plus facilement vous répondre. Oui, que si vous appelez comme ça. Tout à fait. On se présente en agent. Le particulier, je pense qu'on ne lui répond pas. Donc on vérifie la solvabilité. On ressent un peu les choses parce qu'on voit quel est le profil de la personne qui se présente en fait. Donc on a quand même un petit feeling depuis toutes ces années. Et si le locataire remplit toutes les conditions de solvabilité, on présente le dossier, on le choisit. Effectivement, on passe à l'étape de la signature du contrat de location, qui n'est pas une étape facile. Ça a beaucoup évolué. On n'est plus sur des imprimés Cerfa qu'on trouvait recto verso. Le bail comporte énormément d'annexes. Là, c'est un bail. La loi Allure de 2014, mise en application en 2015, a profondément transformé ce bail, qui est un bail type maintenant, dans lequel il y a beaucoup plus d'indications que ce qu'on donnait avant. Avec diagnostic, des photos, enfin il y a vraiment, c'est très complet. Dans l'état des lieux des photos, il y a toutes les diags, les références aux anciens loyers, le montant des charges qui étaient payées qui doit être vraiment vérifié, les millièmes de copropriété, il y a une notice d'information sur les droits et obligations de chacun à annexer. Nous, professionnels, on annexe encore d'autres choses, on annexe les réparations qui sont locatives, pas mal de points que le locataire doit avoir visés, et puis tous les diags également. Quand vous parlez de droits et devoirs des deux parties, dans les droits du locataire, il y a ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il a un logement décent et aux normes. Quels sont ses devoirs au locataire? Il doit donc payer son loyer, c'est oui. la première chose, s'assurer. Et il doit conserver quand même le logement. Il a quand même en fait, on lui remet le logement et il doit le conserver en bon père de famille. Donc faire tous les travaux d'entretien qui sont nécessaires à la conservation du logement pendant son occupation. Les peintures, par exemple. Les peintures, si elles sont un peu passées, est-ce qu'il doit, lors de la sortie, repeindre ou... Ça dépend. C'est un vaste débat. En fait, les peintures, quand elles sont neuves à l'entrée, c'est beaucoup plus simple. Mais quand elles sont dans un état, je dirais,
d'usure, passable, de vétusté, on ne peut pas lui imposer la sortie de les repeindre. Par contre, s'il a dégradé un mur parce qu'il a mis une énorme bibliothèque en faisant des trous, ou que ses enfants ont peint des tags sur les murs, là, on va lui imposer effectivement la remise en état. Mais quand on a des peintures vétustes à l'entrée, on ne peut pas leur demander au locataire de refaire les peintures à la sortie. Et parmi les devoirs du locataire, j'imagine aussi, il y a le devoir d'alerte quand il y a des problèmes dans l'appartement, de pas finalement dire on met ça sous le tapis. Hein, il faut en parler à... S'il y a des problèmes dans l'appartement, il a l'obligation d'en parler. S'il y a des dégâts des eaux, il a l'obligation de déclarer. Mais ça, c'est Isabelle qui reviendra sur le sujet. Effectivement, ça peut nous arriver, même si on communique très bien avec les locataires, mais ça peut nous arriver à la sortie de découvrir en fait un problème qui n'a jamais été soulevé. Alors nous, on travaille toujours avec des écrits, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, ça se passe on communique par écrit avec le locataire pour justement avoir des traces. Et le locataire, des fois, peut se dire la fenêtre, elle ne ferme pas bien, je ne le dis pas, sauf qu'on a une garantie. Donc c'est vrai que nous, on essaye quand même de les informer régulièrement au travers de nos appels de loyer, des informations qu'on leur envoie, de nous dire, voilà, informez-nous des problèmes. Bon, après, généralement, ça se passe bien et on peut aussi, des fois, pour des logements qui sont récents, faire des visites annuelles des logements pour voir s'il n'y a pas de problème de garantie. Mais ça, c'est Isabelle qui nous en parlera. Alors, oui. Il y a le programme. Et en plus, il y a le neuf qui est très spécifique. Là oui, aussi, j'allais y venir justement. Parce que là, c'est pour l'ancien. Je suis investisseur locatif. Je vais être livré par mon promoteur. Bon, moi, j'y connais pas grand-chose. Je fais appel à un professionnel. Vous allez venir, regarder, éventuellement poser des réserves, tout ça. Ah, mais nous, on fait les livraisons avec le client dans le neuf. Personnellement, je vais avec le client, je fais les livraisons et on check justement parce qu'ils ne sont pas capables de soulever les réserves en fait. C'est quoi? Quel type on peut avoir de réserve sur un immeuble neuf, enfin une livraison à la livraison, des carreaux fissurés, le joint de salle de bain qui n'est pas fait, la porte du placard qui est abîmée, la peinture de la terrasse qui est mal faite, le soubassement des fois des terrasses ne sont pas peints, des portes qui se ferment mal. Les volets qui fonctionnent mal, des fenêtres. Et donc le promoteur, lui, s'il n'est pas avec un professionnel, il va livrer directement à son client. Moi, j'ai déjà. Donnez-moi un exemple. Oui, en fait, j'ai eu une livraison l'année dernière sur Marseille. J'étais bloquée dans les bouchons, donc mon client me dit écoutez, c'est pas grave, Laurence, c'est neuf, je le fais tout seul. Je dis non, j'arrive. Il y avait un accident, mais je suis arrivée avec une demi-heure de retard. Donc j'arrive sur cette livraison et le client me dit non, c'est bon, c'est fait. Je dis non, mais on va aller faire un tour. Et en fait, on a noté 50 réserves. Il n'avait absolument rien vu. Mais en plus, des trucs importants au niveau des sanitaires, au niveau des carreaux, il y avait plein de carreaux cassés, il y avait des interrupteurs qui fonctionnaient pas. Enfin, il y avait 50 réserves. Et en fait, il n'avait absolument rien vu parce que c'était un profane. Donc, d'où l'utilité, effectivement, de faire appel à un professionnel. On va passer à la phase de la gestion. Donc ça, c'est il y a un point qu'on n'a pas abordé. Je suis très rapide. C'est après le contrat location, il y a l'état des lieux et c'est vraiment un moment très important parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on remet le bien au locataire et c'est cet acte d'état des lieux qui va être très important à la sortie pour pouvoir lister les dégradations qui auront été faites par le locataire. Voilà, donc c'est vraiment un acte très très important. Et que nous, on a l'habitude de le faire. On le fait maintenant sur des tablettes, avec beaucoup de photos. Et on check toutes les pièces, toutes les huisseries. C'est vraiment une photo de l'appartement, du sol au plafond. Et tout est vérifié. Alors justement, vous avez bien fait de me reprendre parce qu'on a ce qu'on appelle la caution qui permet de couvrir éventuellement quelques réparations. S'il y a de gros dégâts, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, on se rend compte que le locataire a payé son loyer régulièrement, mais quand il s'en va, il y a des choses qu'il a faites et qui ont des impacts financiers. Comment ça se passe? Alors déjà, il faut qu'elle soit bien listée dans le lieu de sortie. Donc nous, on sait le faire. Enfin, on est capable d'arriver à faire signer un locataire et d'accepter les dégradations parce que s'il ne les accepte pas, on ne peut pas les facturer. Et quand il y a un décompte, c'est un décompte négatif, donc il y a la caution et les dégradations sont supérieures. Mais dans ce cas-là, soit le lot est assuré, donc Isabelle en parlera, soit le lot n'est pas assuré et on poursuit le locataire, on lui demande de payer le reliquat. Très bien. Alors, la partie gestion, on l'a dit tout à l'heure, on peut faire ça tout seul et puis ça peut mal tourner. On se rend compte qu'il y a des problèmes sur lesquels on n'avait pas anticipé. Votre travail, finalement, vous me disiez, c'est pas d'être pour le propriétaire ou pour le locataire, c'est d'être juste, c'est d'être le plus objectif possible.
Oui, notre travail, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, de faire en sorte que pendant toute la durée du bail, la durée de vie du bail qui peut être très aléatoire, ça peut être d'1 an comme de 15 ans, faire en sorte que le locataire, on l'écoute, on écoute ses doléances, on accepte de faire ce qui doit être fait. Après, il ne s'agit pas de lui remplir le frigo non plus, mais il faut l'écouter, avoir de l'attention à ses demandes. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, tout ça, ça va nous sauter à la figure. Enfin, c'est comme un volcan en fin de bail lorsqu'il va partir. Aujourd'hui, on est sur Marseille, dans la plupart de nos villes, en zone tendue. Avant, on avait un préavis de 3 mois. Aujourd'hui, on a un préavis d'1 mois. Donc, ça arrive en 2 minutes. Il doit nous laisser accéder à l'appartement pour les visites. S'il ne le fait pas parce qu'il a considéré qu'on le prenait pour un idiot ou qu'on n'a pas considéré ces questions, on n'a pas le temps de voir l'appartement, pas le temps d'envisager des réparations si des réparations il y a, pas le temps de faire des visites. Et on va voir l'appartement vide pendant 1, 2, 3 mois. Or, nous, on ne veut pas, notre vie, c'est on vit d'honoraires. Les propriétaires pensent que c'est ça qui nous fait vivre aussi. Des honoraires tous les mois, des appartements vides, ça nous coûte de l'argent. Ça coûte aux propriétaires leur crédit quand ils ne sont pas occupés, mais nous, on est exactement dans la même barque, hein, on va ensemble. Donc en fait, il faut absolument considérer le locataire durant la vie du bail. Et comme le disait Laurence, il faut absolument le considérer parce que ses devoirs, c'est de nous tenir au courant de l'appartement, gérer les dégâts des eaux, il doit réparer, il ne connaît pas forcément des professionnels, on les connaît, on connaît les tarifs, on lui envoie les professionnels, il doit nous tenir au courant. Nombre de fois, moi j'ai récupéré des appartements, tiens, il y a eu un dégât des eaux, j'ai rien fait. Donc vous vous retrouvez, vous perdez du temps, parce que c'est vrai qu'il a vécu avec un dégât des eaux, c'est pas marrant, mais vous retrouvez-vous avec un appartement que vous ne pouvez pas relouer. Donc c'est du perdant-perdant. Vous vous retrouvez avec un locataire qui a vécu dans un appartement qui n'est pas en bon état, un propriétaire qui n'est pas content parce que l'appartement n'est pas reloué tout de suite, et vous ne gagnez pas votre vie parce que votre appartement il est vide et ça vous coûte de la publicité, enfin vous ne pouvez pas le relouer. Donc c'est du perdant sur tous les tableaux. Donc en fait il faut faire comprendre, et le travail il est très important en amont auprès du propriétaire de mettre un appartement effectivement en bon état sur le marché. On le voit aujourd'hui, les promoteurs dans le neuf, nombre de pubs, c'est la cuisine est offerte, la cuisine, donc on se met sur son 31 pour être sexy, pour attirer le client. Voilà. Une fois que le client est là, c'est pas fini. Il faut le garder. Et il faut... Pourquoi ? Parce que moi, je vois nombre de propriétaires qui ont mis leurs biens plus cher que le loyer marché. Alors nous, on travaille avec la DIL qui nous donne des statistiques. On voit nos propres statistiques sur notre parc locatif. On sait à combien du mètre carré on loue à peu près les appartements. J'applique pas. Le propriétaire dit non, c'est bon, je vais y arriver. Au bout d'un an, le locataire, il n'aura peut-être pas payé d'honoraires de location auprès de nous, mais il s'en va parce qu'il n'est pas idiot. C'est-à-dire, il se rend compte parce qu'il a comparé. il connaît les loyers marchés. Bien sûr. Donc nous, on va louer au loyer marché, et ce qui va faire que le locataire va rester pendant une durée beaucoup plus longue, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on s'inscrit dans la durée. Notre intérêt à nous, c'est qu'il reste longtemps. Voilà. Donc on est gagnant-gagnant, si vous voulez. Mais ce gagnant-gagnant se fait avec un travail quotidien. C'est pas du tout... au hasard, donc on travaille au quotidien pour qu'ils restent. Voilà. Et vous êtes très souvent en contact avec les propriétaires, avec les locataires quand on gère une affaire, c'est un full-time job, comme on dit ? Ouais, c'est comme entrer en religion. Oui, c'est full-time job. Alors, le mail, c'est la voie royale aujourd'hui pour communiquer avec les locataires et les propriétaires. Donc ça, c'est bien parce que c'est un dialogue permanent qu'on a avec eux. De jour comme de nuit. Parfois, même, on aimerait qu'il y ait un peu de distance pour pouvoir travailler quand même plus tranquillement, mais c'est tous les métiers pareils, de toute manière. Et en même temps, c'est bien parce qu'il y a un dialogue qui se fait avec la demande du locataire, le discours qu'on va avoir avec le propriétaire. On va réfléchir ensemble aux solutions en fonction de la loi, des capacités du bailleur aussi, parce que quand même, il ne peut pas forcément accéder à toutes les requêtes. Donc il va falloir temporiser, expliquer aux uns et aux autres ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, jusqu'à ce qu'autorise la loi, pour mener tout le monde dans un rapport locatif apaisé et nous-mêmes avoir un métier aussi, évidemment, où on a le moins possible de contentieux ou de points d'accroche. Donc on explique beaucoup, tout le temps, on explique, soit aux propriétaires ou aux locataires, les obligations de chacun et ce qui serait bon de faire, même au-delà, sans tenir compte de la loi, mais simplement d'un rapport locatif apaisé. Et on peut imaginer que vous alliez jusqu'à servir de médiateur dans une copropriété, parce qu'on peut avoir un immeuble avec des propriétaires et puis un immeuble avec des locataires. Et puis il se passe quelque chose de pas normal, du bruit,
des incivilités. Bon, là, ça se règle dans l'Assemblée générale avec le syndic, éventuellement, ou en interpellant le syndic. Mais est-ce que vous êtes amené, pourquoi pas, à venir... Ça nous arrive fréquemment de faire le lien avec le syndic. Très souvent, le neuf, par exemple, est livré dans les parkings. Il n'y a pas de vidéosurveillance. Moi, un des points que je demande à faire voter très rapidement, c'est de mettre de la vidéosurveillance dans les parkings. Donc, conseil aux propriétaires pour mettre à l'ordre du jour une résolution à la prochaine AG. Vous avez des gens qui ont payé cher en mètre carré des appartements qui vous disent « Moi, je m'en fous complètement, j'habite pas sur place. Ah, mais après, les locataires, là, j'en ai un qui veut faire poser un arceau parce que quelqu'un vient se mettre à sa place. AG, il faut le mettre. Et les propriétaires me disent « Mais pourquoi ?» Le tout est de leur faire comprendre oui, il faut le faire parce que sinon, votre locataire va s'en aller. Il y a beaucoup de neufs qui a été livré. Il va trouver mieux ailleurs. Donc il faut. Un locataire, par définition, c'est volatile. C'est-à-dire qu'il peut partir du jour au lendemain. Il n'est pas tenu par. Non. Surtout avec un mois de préavis. Oui, surtout avec un mois de préavis. Le marché, il a monté jusqu'en 2008. Après, il a baissé et ça, en prix et en loyer, c'est à peu près la même chose. Ça suit la même courbe. Donc aujourd'hui, les locataires ont quand même la main. Ils trouvent facilement. Le marché, il est certes assez fluide. Et en plus, ils sont exigeants. Ce qui n'est pas péjoratif. C'est parce que aussi, ça dépend des années, c'est pareil à la vente, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché effectivement où le locataire a un choix mais considérable. On est en zone tendue, mais on l'est plus. On n'est plus. On l'a été, mais il y a très très longtemps. Il y a à mon avis, il y a beaucoup plus d'une décennie. Beaucoup de choses qui sont faites. Beaucoup de programmes neufs qui viennent et le neuf fait le prix de l'ancien. Toujours à la vente, c'est pareil. Donc il y a une très forte concurrence entre les logements qui effectivement pour des propriétaires qui sont propriétaires depuis très longtemps n'ont pas suivi cette adaptation. C'est normal, ils ne sont pas nés dans le marché comme nous. Donc il va falloir leur faire comprendre et les amener effectivement aussi à comprendre ce nouveau marché qui est très très différent d'il y a 10 ans. Ouais. Alors, très différent, vous me tendez une perche parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs loueurs, bailleurs, et donc du coup, beaucoup de gens qui s'endettent, qui font des crédits pour acheter du Pinel, ou peu importe, mais qui ont non seulement tous les mois une traite à payer, éventuellement un effort d'épargne à faire pour combler la différence. Toujours, je dirais. Toujours, oui, c'est entre la taxe foncière, etc., toujours, et les charges. Et puis, d'un coup, problème, défaillance. Donc, défaillance du locataire. Donc, l'obligation finalement de s'assurer. L'obligation de prendre une assurance, comme dit, loyer impayé, c'est ça, dans votre jargon ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un crédit, il vaut mieux s'assurer. Donc nous, en tant que professionnels, on a plusieurs niveaux de garantie. Ce sont des contrats groupes qu'on a négociés, qui sont complets. On fait le tour de l'offre des assurances. Donc on a la fameuse garantie des loyers impayés, qui est une garantie que tous les professionnels proposent, avec un très haut niveau d'assurance. Non seulement, évidemment, alors en cas de sinistre, le loyer est payé. Ils peuvent même aujourd'hui être payés au mois le mois. C'est assez nouveau. Alors qu'avant, c'était le trimestre. C'était le trimestre. Donc de plus en plus, les assureurs, parce que c'est aussi une demande que les professionnels ont fait en disant le trimestre, c'est très lourd, notamment quand on a un crédit. Et c'est justement le GLI, la garantie de loyer, la voie du crédit ou de la tranquillité. Puis il n'y a pas que les crédits. Il y a aussi que l'appartement, il va servir pour payer les études des enfants. Il va servir pour payer la maison de retraite d'un parent. Enfin, c'est vraiment lourd de conséquences, l'impayé. Des gros enjeux. Donc, il y a toute la procédure juridique va être payée par l'assurance loyer impayé. Les loyers, bien sûr. Les charges aussi. Les charges, toutes les charges, taxes d'ordure, tout ce que doit le locataire. D'accord. De la taxe d'ordure. Et du premier jour au dernier jour. Jusqu'à l'expulsion, jusqu'au garde-meuble, si on doit expulser avec garde-meuble. Donc c'est quand même c'est très soulageant. Il y a une protection juridique aussi, parce qu'il n'y a pas le rapport locatif. S'il y a contentieux, il n'y a pas que le loyer. Ça peut être aussi c'est rare, mais on a quand même parfois des locataires qui se comportent très mal. Donc là, on va aller vers une résolution du bail. La protection juridique dans la garantie de loyer va payer aussi également toute la procédure. Et puis, il y a les dégradations. Alors, les dégradations immobilières, c'est quand même des cas très particuliers. On ne va pas refaire l'appartement sur le dos de l'assurance. Ça, c'est quand même un assureur. Il va être très, très attentif. Mais néanmoins, si les dégradations sont avérées, on est en capacité quand même
de remédier à ces désordres. Cela dit, sur le nombre de... Alors vous, peut-être dans votre agence, de manière générale au niveau de la FNAIM, sur le nombre de gens qui vous confient leurs biens en gestion, il y a quel pourcentage de litiges, de contentieux? C'est faible, non? C'est faible, oui. Alors on en parle parce que ça fait très peur, parce que quand ça arrive, c'est très traumatisant. Voilà, c'est traumatisant pour le propriétaire, mais même pour l'agence, vous savez. Moi, dans mon cabinet, c'est 1% sur le volume. Mais par contre, c'est très marquant. Et puis ça dure quand même 2 ans minimum. Hein. Donc on est là pour un petit bout de temps. On va accompagner le propriétaire parce qu'il est quand même très angoissé. Même s'il y a une assurance loyer impayé, il faut le rassurer parce que c'est vraiment traumatisant. Mais somme toute, c'est vrai que c'est quand même plutôt rare. Oui. Bon, alors après... Mais on peut pas... Parce que quand ça arrive une fois dans un vie de bailleur, on est quand même content de pouvoir dire... Il y a un avocat, il y a tout ce qu'il faut, on met tout en route. Soyez. Oui, le problème majeur, c'est finalement que le locataire reste dans les lieux, empêche les visites, et là, on part sur plusieurs mois de contentieux. Maintenant, si effectivement il s'en va au bout de 3 mois, 3 ou 4 mois, c'est plus facile. Alors pareil, on est là pour accompagner tout ça. On va essayer de tenir le lien avec le locataire. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est sa configuration? Voilà, est-ce que c'est un coût de la vie? Est-ce que c'est autre chose? On ne se désolidarise pas du tout, même s'il y a une assurance du problème. Et alors, comme assurance, il y a la garantie de loyer impayé, mais il y a aussi des protections juridiques plus simples, avec simplement le contentieux qui va être payé. Donc ça, j'ai des propriétaires qui ne veulent pas forcément l'assurance loyer impayé, puis parfois, on est obligé de la retirer si on veut louer, parce qu'elle est très encadrée, on ne peut pas avoir de caution. Donc c'est un frein parfois quand même à la location. Donc se substitue à minima, je trouve, c'est très important, la protection juridique. Pour dire qu'un propriétaire, je pense, bailleur, doit être quand même assuré du risque locatif. Il est mince, mais à minima une protection juridique, une assurance loyer impayé, c'est quand même important. Il est mince parce qu'on met des bons dossiers en place et qu'on gère bien le précontentieux. Ouais. Oui, voilà. Je pense que... vous sentez le truc arriver, en fait. Oui, mais surtout qu'on essaye vraiment en amont de mettre un bon locataire autant que possible. Et on est bien d'accord que le loyer, on va parler de sous un petit peu, le loyer, il est payé à l'agence, enfin au gestionnaire, hein, c'est ça. Et puis ensuite, vous reversez la part qui revient au propriétaire. Les coûts, essayons de prendre des échelles. Combien ça me coûte quand je suis le propriétaire, que je donne mon bien à gérer? Les honoraires sont libres, hein, déjà. Oui, mais bon, en moyenne. Je ne vais pas poser ça à l'épicier du coin. J'ai demandé aux professionnels de l'immobilier. En moyenne, c'est difficile de donner une moyenne, mais on va dire peut-être 8%. Entre 8 à 10 avec l'assurance comprise. 10% avec l'assurance comprise. 10% avec l'assurance comprise. D'accord. Donc c'est pas rien. Moi, j'arrête pas de dire à mes propriétaires, ça coûte. Donc on s'occupe de payer le syndic, on s'occupe de gérer. Oui, enfin, attendez, je vous vois rougir. Il n'y a pas de honte à faire payer un service que vous délivrez. Oui, il y a des gens qui travaillent, c'est sûr. Il y a des gestionnaires qui pas grand-chose si on voit le boulot fait, effectivement. Ouais. Mais après, c'est toujours trop pour eux. On ne se rend pas compte du travail qu'on effectue au quotidien. Bon, vous êtes quand même là pour remettre les choses en place et dire effectivement le travail que vous faites et l'importance du travail que vous faites. Et ce que je voulais juste pour finir, pour les assurances, il y a une autre assurance qui est rendue obligatoire aujourd'hui. Les propriétaires commencent maintenant à vraiment l'avoir intégrée, mais encore pas tous. C'est l'assurance copropriétaire non occupant. C'est une absolue obligation. C'est d'autant plus important de l'avoir que la loi sur les sinistres, notamment dégâts des eaux, a été modifiée. Et aujourd'hui, l'assurance propriétaire non occupant est au cœur du système. Donc c'est très important. Et là aussi, on a des contrats groupes très complets et à des prix extrêmement abordables. Moi, je vois que j'ai pas mal de propriétaires qui se désengagent de leur assurance pour venir chez nous parce qu'on a une assurance complète et un coût... Donc pour que je comprenne bien, l'assurance non occupant, c'est l'assurance du propriétaire qui n'occupe pas son appartement. Oui, qui est une obligation aujourd'hui. Mais qui peut le louer. Oui. Donc il y aura l'assurance de la copropriété, oui. L'assurance éventuellement du syndic, l'assurance du propriétaire non occupant et l'assurance du locataire. Oui, on a 3 niveaux d'assurance aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est le lobby des assureurs qui ont bien fait leur boulot. Sans doute un petit peu, mais enfin bon, si à l'arrivée c'est mieux pour tout le monde. À l'arrivée, on a aujourd'hui, on avait avant, on pouvait avoir un vide d'assurance quand
copropriétaires n'avaient que l'assurance locataire et l'assurance de l'immeuble. On avait parfois un vide d'assurance. Et donc, les assureurs s'engouffraient dedans pour dire on ne paye pas. Ah ben oui, Oui, bien non, sûr. c'est écrit dans le contrat. Ou alors, les syndics acceptaient vraiment de prendre en charge tous les sinistres. Et, la copropriété se retrouvait avec des assurances très élevées, très chères. Donc, je pense qu'effectivement aussi, quand même, on a voulu un peu mettre de l'ordre dans tout ça, stabiliser les contrats, les diversifier. Et c'est un point vraiment important. Et on a encore des copropriétaires qui ne sont pas assurés parce que c'est encore trop récent pour que ça soit rentré dans la culture du bailleur. Voilà. Alors, avant de vous quitter, je voudrais revenir avec vous, Samuel de Saint-Laurent, sur votre rôle de président de la commission gestion et sur ce que vous faites pour parce que là, vous êtes 3, mais il y a d'autres adhérents à la FNAIM, heureusement. Qu'est-ce que vous faites tout au long de l'année avec vos membres adhérents? On anime des formations, on propose sous forme de working lunch des formats de 2 heures, des formations pour nos adhérents. Ça permet de se remettre en question, de se former, et c'est ce qui fait qu'on est parce que la loi bougeant tout le temps, on oublie, on n'est pas toujours au courant au fait des choses. Ça permet de former les gestionnaires. C'est tous les gens qu'on voit à la rue de Brignoles, derrière la vitre. On est place Charles de Gaulle maintenant. Ah, maintenant, on est place Charles de Gaulle. Voilà. Donc on en fait ça plusieurs fois par année et ça nous remet en question constamment. Après on fait les académies d'immobilier en novembre et c'est important. On a déjà par la loi Allure un devoir de formation. Moi avant je le faisais toujours, mais en France on a un déficit de formation. C'est pas dans l'ADN des gens que de se former. Donc nous on applique ça et on dit voilà, formez-vous. On a trouvé ce format 2 heures parce que les gens disent j'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps. Mais là, sur un format 2 heures, vous êtes obligé de vous mettre des petits points, le bail, le machin, la loi Allure, l'assurance. Voilà. Et ça met du punch et ça vous remet complètement en cause et ça vous permet de dire tiens, ça j'avais oublié. Et d'échanger entre confrères aussi. Bien sûr. Les retours d'expérience. Et c'est vraiment formateur pour chacun de nos cabinets. Pourquoi confier votre bien en gestion locative à un professionnel FNAIM? Je pense qu'on a assez bien répondu à la question. Merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau TV du Salon de l'immobilier Marseille-Provence. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.